La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, la municipalité de Lange-Gardien accueille une nouvelle conseillère municipale, un nouveau cidre de pommes sera produit en Outaouais et on découvre les travailleurs et les travailleuses de milieu en entrevue avec Marie-Claude Lompré. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. Le conseil municipal de Lange-Gardien est de nouveau complété. Parmi les 4 candidats qui se présentaient à l'élection municipale partielle du district du Plateau, les citoyens ont élu Mme Nancy Damour. La lutte était cependant serrée entre les candidats. Tous ont pu obtenir plus de 20 % des votes. Mme Damour, tant qu'à elle, s'est distinguée avec 27,6 % des votes. Mme Damour est bien heureuse d'avoir été élue, mais elle est d'autant plus fière d'avoir remporté l'élection en tant que femme. C'est sûr que je suis fière en tant que femme de pouvoir d'avoir été élue parce qu'on s'entend que c'est ça, présentement au conseil, on avait élu une femme aux dernières élections, puis malheureusement, elle a eu à démissionner. Donc, c'est ça, j'étais contente de savoir, d'avoir été élue, puis de savoir qu'une autre femme était pour être sur le conseil, vu qu'il est composé seulement d'hommes. J'espère aussi mon initiative d'avoir voulu me lancer en politique municipale va inciter d'autres femmes de Lange-Gardien à vouloir se lancer en politique parce que je connais quand même beaucoup de femmes, justement, qui vivent à Lange-Gardien et je connais leur potentiel, l'intelligence qu'ils ont, ces femmes-là. Et puis, fait que j'espère que cette initiative-là va pousser d'autres femmes à vouloir se lancer en politique municipale. Ayant été présidente du conseil d'établissement de l'École du Ruisseau pendant plusieurs années, Mme Damour souhaite notamment prioriser le dossier de l'école primaire de Lange-Gardien au cours de son mandat. Garder les aînés présents et actifs au sein de la communauté fera aussi partie de ses priorités. Finalement, l'environnement est sa 3e priorité. Elle sera d'ailleurs en charge du comité de l'environnement. Le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau organise son 2e Salon de l'emploi de l'année le 7 novembre prochain dans le secteur de Bocquignam. Plus d'une vingtaine d'entreprises seront présentes afin de promouvoir un total de plus de 1000 postes à combler sur le territoire de la Basse-Lièvre, de Gatineau et de la Petite-Nation. Des entreprises tant du milieu industriel que du milieu de l'éducation, de l'hôtellerie, de la restauration et de la santé seront présentes. Les conseillers en emploi du Carrefour Jeunesse Emploi seront également sur place pour répondre aux questions et réviser les curriculum vitae. Si ce salon donne l'occasion de distribuer son CV, bien sûr, l'approche qu'on adopte avec un employeur est aussi bien importante. Joëlle Laframboise, conseillère en emploi, nous donne ses conseils. C'est comme si on s'en irait pour une petite entrevue d'embauche. Donc, on se présente, on dit notre nom. C'est sûr que si on ne connaît pas, c'est bien d'avoir fait un petit peu ses devoirs aussi, d'aller voir c'est qui les entreprises qui vont être présentes pour aussi être au courant de ce que l'entreprise offre, okay? Ne serait-ce que ses produits, ses services, c'est qui sa clientèle pour qu'on puisse se vendre aussi. Si on dit à un employeur, moi, j'aimerais travailler chez vous, mais pourquoi j'aimerais travailler chez vous? Si on sait ce qu'elle fait, puis nous, on se rejoint dans son entreprise, c'est plus facile. Donc, c'est bien d'aller faire nos petits devoirs avant, d'aller se présenter. Puis c'est sûr d'être confiant, c'est important. Une bonne poignée de main, le contact visuel. Puis c'est la place pour poser des questions aussi. La liste complète des employeurs qui seront présents est disponible sur le site Internet cjepapineau.qc.ca. Le Salon de l'emploi a lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de Bocquignam entre 16h et 20h le mercredi 7 novembre. Si tous les chercheurs d'emploi sont bienvenus, les employeurs, eux, ont jusqu'au 31 octobre pour s'inscrire gratuitement. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a lancé sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.
Suite à de nouvelles recommandations de la santé publique, le vaccin contre la grippe est dorénavant recommandé à toute personne atteinte de maladies chroniques comme le diabète, les troubles pulmonaires ou rénaux qui sont âgés de plus de 6 mois. Cependant, certains groupes de personnes, même en bonne santé, doivent aussi recevoir le vaccin. Ce sont toutes les personnes âgées de 75 ans et plus et les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre. Bien sûr, les personnes en contact fréquent avec ces groupes de personnes à risque doivent aussi recevoir le vaccin. La vaccination contre la grippe permet d'éviter plusieurs conséquences. Voici les précisions de la docteure Carole McHenry. Alors, l'influenza, c'est pas juste un rhume. On mélange beaucoup parce qu'au Québec, on dit j'ai la grippe et la grippe englobe tous les virus respiratoires qu'on peut attraper. L'influenza, c'est une infection virale qui est plus systémique. C'est-à-dire que les gens qui font l'influenza, ils vont avoir des douleurs musculaires diffuses, ils vont être fatigués, pas d'énergie, faire de la fièvre, ça va durer plus longtemps et c'est un virus qui peut se compliquer. Alors, les gens qui ont déjà un système immunitaire qui est affaibli par soit la médication ou soit par une maladie chronique, ou les gens en bonne santé de plus de 75 ans, ce sont des gens qui sont plus à risque de développer des complications. Nous, des jeunes, des adultes en bonne santé, on peut faire l'influenza, on va être malade, on va être 3 jours alité ou pas capable de travailler, mais on va s'en sortir sans complications. Mais les gens avec maladie chronique ou les gens de 75 ans et plus en bonne santé ont plus de risques de développer des complications, d'être hospitalisés, même de décéder. Cette année, afin de réduire l'attente pour la vaccination, un système de rendez-vous a été mis en place. Il est déjà possible de coordonner un rendez-vous en ligne à clicsanté.ca ou encore en appelant au 819-966-6277. Dans le secteur de Buckingham, les centres de vaccination contre la grippe se trouvent au centre communautaire et à la Légion royale canadienne. Un nouveau cidre de pommes produit en Outaouais à Chénéville sera disponible dans les épiceries et dans les restaurants en juin prochain. Après de nombreuses démarches, Gaston Picoulet et Marianne Adam, propriétaires de la cidrerie Les Pommes Perdues, ont finalement obtenu leur permis de fabricant de cidre. Mais Marianne Adam et Gaston Picoulet peuvent assurément être qualifiés de fabricants de cidre innovateurs puisque les pommes qu'ils choisissent, ce sont les moins appétissantes peut-être. Ce sont en fait toutes les pommes des pommiers sauvages de la petite nation qui n'ont pas trouvé preneur. Mais ces pommes permettent d'aller chercher un goût qui se distingue. Oui, on cherche des goûts plus axés sur les tanins, sur l'astringence en fait, plus que sur l'acidité. Donc on essaie d'aller chercher ces tanins qui vont donner comme une persistance dans le goût et qui vont donner aussi des goûts un petit peu plus, on va dire, funky, quoi, c'est-à-dire fermiers, des arômes plus fermiers, des arômes plus terreux parfois. Et on retrouve moins ça avec des pommes à couteau, c'est-à-dire de la Macintosh, qui sont des pommes acidulées, mais qui sont plus, on va dire, plus pauvres en richesse de parfum, quoi. Puis les pommes sauvages, ce qui est beau, c'est qu'il n'y en a aucun qui est pareil. Les pommes, chaque pépin va donner un arbre complètement différent. Fait que chaque fois qu'on tombe sur un nouveau pommier, le goût est étonnant, le goût est différent. Puis c'est là où notre rôle est de sélectionner puis de trouver les goûts vraiment qu'on veut. Il y en a des fois, on tombe dessus, on dit « Ah non, ce pommier-là, on n'en veut pas. Celui-là, on en veut. » Puis on fait un assemblage à notre goût. Puis à chaque année, effectivement, ça va être différent. Les propriétaires de la cidrerie Les Pommes Perdues n'en sont pas à leur premier essai. En 2017, leur cidre, à ce moment amateur, a d'ailleurs remporté le concours amateur du festival Cider Days au Massachusetts. La population est vieillissante et ça peut signifier malheureusement qu'il y a des personnes âgées qui peuvent vivre des moments plus difficiles, mais il y a des personnes qui sont là pour aider. On reçoit l'une d'elles en entrevue, on reçoit Marie-Claude Lompré. Au Québec, on est assez familier avec les travailleurs de rue, ceux qui travaillent avec les itinérants. Par contre, depuis peu, toujours au Québec, on a aussi les travailleurs de milieu. Eux, on les connaît un peu moins, mais ils font pourtant beaucoup pour notre communauté. Ils travaillent auprès des personnes plus âgées, auprès des aînés. Et à Buckingham, en fait, on a la chance d'avoir 2 travailleuses de milieu. Marie-Claude Lompré en est une.
Et on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils font, comment ils aident notre communauté plus précisément. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Oui, nous, on a la chance d'être 2 travailleuses de milieu à Buckingham, mais il y en a quand même 10 dans tout l'Outaouais. Alors, nous, notre mandat premier, c'est vraiment d'aller rencontrer les gens de 55 ans et plus et de faire le pont entre eux et les services, parce que souvent, les gens sont démunis parce qu'ils ne savent pas où aller cogner. Alors, nous, on sert vraiment là, de pont. Mais tout ça, ce qui est bien important de savoir, c'est que nous, on est là, puis on prend notre temps. C'est important d'établir un lien de confiance avec ces personnes-là. Mais donc, qui est-ce que vous aidez plus précisément? On parle d'aînés vulnérables, mais moi, je veux spécifier une chose, parce que la vulnérabilité, c'est très large. OK? Souvent, on a l'image de vulnérabilité des gens qui sont isolés, qui n'ont aucune ressource. Oui, ça en fait partie, mais la vulnérabilité aussi, ça peut être quelqu'un qui vit, par exemple, un événement fragilisant comme un deuil ou un déménagement. Mais ça peut être aussi une personne qui est malade. Ça peut être une personne qui a des problèmes de santé mentale. Ça peut être aussi une personne qui ne sait pas, est rendue, elle veut rester chez elle le plus longtemps possible. Puis il doit avoir des services qu'on doit mettre en place là, pour qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Tout à fait. Et vous travaillez en partenariat avec le CAGA, le Centre Action Génération des aînés, ici. Et il existe ces services. Le CAGA existe, il est là pour offrir des services, mais plutôt que d'attendre que les aînés viennent au centre pour demander des services, vous allez au-devant et vous allez leur dire qu'il y a quelque chose peut-être qu'on peut faire pour les aider. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Il faut essayer d'intégrer les endroits où il y a des aînés. Comme par exemple, ça peut être aussi simple que de dire on va aller prendre un café au McDonald's parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens de 55 ans et plus. L'après-midi, ils vont prendre un café. Mais vous allez prendre un café, donc pas nécessairement avec une personne âgée déjà. Vous y allez un petit peu en tant qu'inconnu. Bien, au départ, il faut créer un lien de confiance. Fait que c'est sûr que si on arrive puis on voit une personne qui semble un petit peu, qui aurait besoin d'aide ou on ne peut pas l'aborder comme ça parce qu'on n'atteindra pas notre objectif à ce moment-là. C'est-à-dire que vous vous asseyez, par exemple, dans un café ou au McDonald's pour dire quelque chose et là, vous allez être peut-être avec une de vos collègues travailleuses de rue aussi, puis vous allez avoir des yeux, vous allez observer autour de vous. Exactement. Puis souvent, bien, on va se servir des gens qui travaillent là parce qu'ils ont déjà le lien de confiance. Alors, on va y aller de par ces gens-là qui vont nous introduire. Alors, c'est une façon, mais on fait aussi du porte-à-porte. Ça a l'air un peu bizarre, mais j'ai vu aller en milieu rural où c'était assez isolé. Et puis, qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une personne là qui aurait besoin d'aide. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir, on va cogner à 2-3 places avant, 2-3 maisons avant. Ensuite, on arrive chez la personne et puis on continue à quelques maisons plus loin pour pas que la personne sente que c'est elle qui est visée, là. Parce que faut vraiment, vraiment installer le lien de confiance. C'est primordial, puis on prend le temps de le faire. Tout à fait. Ensuite, une fois que vous les avez repérées, ces personnes-là, est-ce que vous faites un suivi? Quel genre de service vous pouvez leur offrir, par exemple? Oui, en fait, nous, le but, c'est vraiment de raccrocher l'aîné là, à la vie sociale ou qui ait accès aux services. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps, on évalue avec la personne, on voit avec la personne. C'est pas vraiment une évaluation, mais on voit avec la personne c'est quoi ses besoins. Et puis après, bien, on réfère ces personnes-là, mais souvent, on les accompagne. Et puis, on les accompagne vers les services, on fait les démarches avec eux. Puis une fois que les services sont bien mis en place, nous, bien, on a fait notre travail. Et plus précisément, ça peut être quel genre de service?
Bien, par exemple, ça peut être quelqu'un qui mange mal, qui a des problèmes de poids, de malnutrition. Bien, on peut leur proposer, par exemple, d'avoir les services de la bouffe mobile. Ça peut être une personne, comme par exemple, il y avait une personne à un moment donné qui avait qui était victime là, d'abus, et puis les personnes aînées ne veulent pas aller souvent, en tout cas, ils veulent pas aller devant la justice et tout ça. Puis ça, faut y aller très doucement. Mais on a mis en place des visites d'amitié. Alors, c'est une bénévole qui va visiter cette personne-là. Alors ça, ce que ça pourrait faire, c'est que ça donne un filet de sécurité à la personne. Puis la personne qui abuse, bien, elle se calme un petit peu quand elle voit qu'il y a des gens alentour. La personne a envie de se réengager dans sa vie et de reprendre le contrôle. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour les précisions. Plaisir. Alors, ayons-en des travailleurs de milieu. Ils sont là pour nous aider. En 2019, ça fera bientôt 50 ans que le premier homme a mis le pied sur la Lune. Et depuis peu, au Québec, on a la chance de pouvoir voir un film qui récapitule peut-être la vie de ce premier homme qui a mis le pied sur la Lune, Neil Armstrong. Et Daniel Lafortune est allé voir ce film, Le premier homme. The First Man, oui. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Ben, je vais t'en parler après. Disons que on a pris Damien Chazelle. Je ne sais pas si tu connais le film La La La, pas La 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 Human Step, mais La 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 Land. Il y a 2 ans, ce jeune cinéaste américain de 32-33 ans avait réussi de main de maître une comédie musicale avec Ryan Gosling, qui avait remporté le Oscar du meilleur film. Et bien là, il revient toujours avec Gosling et il s'en va dans un autre créneau, mais tout à fait à l'opposé, c'est-à-dire la vie de 61 à 69 de Neil Armstrong, qui est le premier à avoir mis le pied sur la Lune. Donc, si je comprends bien, on ne relate pas toute l'histoire de Neil Armstrong, toute sa vie à partir de son enfance. Non, on commence en 61, qui lui se pose de fortes questions sur est-ce qu'un jour on ira sur la Lune, et lui ne sait pas que ça va être lui. Et c'est un concours de circonstances qui vont faire que ça va arriver, puisque l'Apollo précédent, où celui-là devait aller jusqu'à la Lune, et il s'est écrasé sur place, brûlant les 3 astronautes. Eh bien, ce personnage de Neil Armstrong, parce que c'est vraiment un personnage, c'est un cartésien, c'est un gars qui étudie tout ce que font les Russes, parce qu'à l'époque, à partir de 1957, les Russes sont en avance dans la course à la Lune, dans la course à l'espace. Et les États-Unis veulent rattraper leur retard. Dans une certaine mesure, oui, parce qu'on est sur le modèle occidental puis le modèle communiste, lequel va prendre l'avance. En fait, on voit la vie de ce personnage-là, parce que c'est un personnage avec sa famille, ses 2 enfants, mais il est tout le temps en train d'étudier, le soir, tout le temps. Comme je disais, c'est un cartésien, mais c'est un scientiste. Et il est dégagé de sa famille. Et sa femme, interprétée, moi, ce que j'ai aimé, c'est son jeu à elle, parce qu'elle est effacée. C'est Clara Foy, que l'on a vu, que l'on voit encore dans The Crown. Ça fait drôle. Un film sur les Américains, l'acteur principal, un Canadien, et l'actrice principale, une Britannique. Alors, ce qu'a fait avec Damien Chazelle, c'est un film avec le personnage qui est très effacé, mais cette course contre la montre continue pour aller à la Lune avec ses 2 partenaires, Buzz Aldrin et Mike Collins. Aldrin, lui, voulait être le premier, mais les ingénieurs de la NASA ont choisi lui, Neil Armstrong. C'est un film, je dirais, étouffé, mais qui nous permet de voir les... Étouffé dans quel sens? Dans le sens qu'on a laissé de côté toutes les émotions, puis on regarde à travers l'œil de Damien Chazelle ces personnages-là de façon très, je dirais, très scientifique, très cartésienne.
Mais on tombe quand même pas dans le documentaire. Pas du tout. OK. On voit un peu ce que vivent les épouses de ces astronautes-là. La peur est omniprésente quotidiennement. C'est sûr, c'est dangereux. Il y a des risques à s'en aller dans l'espace. Absolument. Alors, moi, j'ai accordé la note de 7 sur 10 pour ce film. C'est un beau film et les effets spéciaux sont étouffants. On s'apprivoise à aller dans l'espace. Daniel Lafortune, tu veux aussi nous suggérer quelques spectacles dans les prochaines semaines qu'on peut voir à la Maison de la Culture? D'abord, en fin de semaine, Candide. Ce soir et demain soir, Candide, d'après l'œuvre de Voltaire, c'est Alice Romford qui met en scène ce personnage de Candide qui va être touché par le comédien Emmanuel Schwartz, qu'on connaît peu, mais c'est un très grand acteur de théâtre. Ils font une paire ensemble, les deux. Donc, il reste encore quelques billets dans cette œuvre majeure à partir de Candide de Voltaire, donc un écrit philosophique. On a adapté ça au théâtre. Alors, c'est ce soir et demain soir. Ce soir, à partir de quelle heure? C'est à 20h. Donc, 26 octobre, aujourd'hui, à 20h. Et la semaine d'après, oui. On a aussi un autre spectacle que tu nous suggères de Léo Absolument. Ferré. Oui, c'est Pierre-Paul Savoie, c'est un grand chorégraphe montréalais qui a pris l'œuvre de Léo Ferré, que j'adore, que je mange surtout l'automne, et a adapté avec deux chanteuses, Benny Bonifaci, et aussi l'autre, c'est Bia, avec aussi Alexandre Desilets, qui est originaire de Gatineau, et ils ont fait une œuvre de chansons et de danse à ne pas manquer. C'est mardi le 8 novembre. Il y a encore des billets à Maison de la Culture. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Et plaisir. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. En 2018, au Québec, une famille avec 2 parents qui travaillent et qui essaient de concilier leur travail avec leur famille, c'est un modèle typique. Et est-ce qu'on est peut-être en train de créer une génération qui tend à s'épuiser et s'épuiser? On en parle avec Emmanuelle Poirier, intervenante en santé mentale. Emmanuelle, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui à essayer de concilier tant de choses? Et finalement, peut-être qu'on en profite moins de ces choses-là, puis on s'épuise. Oui, mais tu as raison, en fait, c'est ça. On a tendance à s'épuiser parce que, justement, aujourd'hui, dans la génération qu'on a, les parents travaillent et c'est souvent ce que j'appelle le deuxième chiffre. Hein? On travaille pendant la journée, puis le soir, c'est toute la routine avec les enfants. Et oui, on a tendance à s'essouffler et on le voit de plus en plus. J'aurais comme une petite hypothèse, si on veut, par rapport à ça, c'est que nos parents ou nos grands-parents avant valorisaient beaucoup le travail. La priorité numéro 1, c'était le travail, c'était aussi de ramener l'argent à la maison. Là, aujourd'hui, on est un petit peu plus dans une génération où on a envie d'avoir des loisirs. On n'a pas envie de mettre tous nos œufs dans le même panier puis de vouloir avoir un équilibre un peu partout. Donc ça, je pense que ça fait que les parents d'aujourd'hui ont peut-être tendance à s'essouffler davantage. L'autre chose que j'observe ou que je remarque, c'est que la priorité concernant le travail n'est pas la même qu'avant. Donc, on va avoir des loisirs et je crois que la génération d'aujourd'hui a compris que le travail, oui, c'est bien de mettre des efforts et d'être super performant au travail, mais en même temps, il y a comme une insécurité aussi. On peut se faire congédier, on peut se faire licencier ou il peut y avoir une mise à pied. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas envie nécessairement de tout donner notre énergie au travail, mais de la diviser un petit peu partout. Fait que c'est sous une trame de fond, comment dire, un peu saine quand même que l'idée est venue de vouloir avoir des loisirs puis d'équilibrer notre vie, que ce soit pas juste concentré sur le travail. Mais est-ce que ça se peut que ce soit rendu comme un déséquilibre
c'est un équilibre qui est déséquilibré. Oui, mais je pense que c'est ça aussi. Ce que j'observe, c'est qu'on commence, on veut courir, tu sais, on court tout le temps, mais on veut avoir un équilibre partout. De plus en plus, on commence à penser que c'est impossible d'avoir cet équilibre-là, puis qu'il faut faire des choix. Et que les choix ne sont pas toujours faciles. Non. La société nous prône une vie avec une maison, une piscine, 2 enfants, un chien, un chalet, des voyages, puis on veut tout avoir ça. Oui. Puis c'est le fun de l'avoir, mais en même temps, à quel prix? Parce qu'on devient de plus en plus épuisé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux nous donner des astuces aujourd'hui à mettre en pratique pour un petit peu mieux se sentir dans ce combat entre toutes les facettes de notre vie? Exactement. Bon, c'est sûr et certain que d'admettre qu'il y a un problème ou d'admettre qu'il y a un essoufflement, c'est déjà une bonne base. Je vois qu'il y a un problème dans ma vie actuelle parce que je commence à être en déséquilibre. J'ai peut-être des sentiments d'anxiété, de déprime, de fatigue intense qui ne m'est jamais arrivé avant. Donc là, il faut se questionner et revoir en même temps nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? OK? Par exemple, pour une personne, ça va être le travail. Pour d'autres, ça va être la famille. Pour d'autres, ça va être les voyages. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Oui. Et on ne peut pas définir ça, dire « Floralie, toi, ta priorité, c'est ça. » Non. Quelqu'un ne peut pas me le dire Exactement. à moi. Je suis celle qui peut reconnaître ses priorités et la seule. Peut-être. Exactement. Donc, il faut faire cette réflexion-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Une fois qu'on a statué qu'est-ce qui est important, on essaye de s'alléger un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre de côté? Où on peut déplacer notre énergie? Donc, on va essayer de faire ça à la base. Et, bon, des petits trucs vite comme ça, ce serait, bon, est-ce qu'il y a moyen de déléguer? Est-ce qu'il y a des tâches ou des choses que je peux déléguer? Même aux enfants. Ah, ben les enfants peuvent nous aider à la maison. Ils sont contents de nous aider. Tout à fait. Ils sont vraiment contents d'aider les enfants, puis en même temps, ça les valorise. Oui. Puis ça leur permet de voir justement comment ça fonctionne dans une famille et dans la société future. Tout à fait. Ils vont avoir à travailler un jour. Oui. Donc, est-ce qu'on peut déléguer des tâches? Est-ce qu'au contraire, le problème, c'est l'emploi? Si l'emploi, c'est le problème, bien à ce moment-là, est-ce qu'on peut en parler avec le patron? Est-ce qu'on pense à changer d'emploi? Ça se peut, ça aussi. Oui, un emploi qui nous permettrait d'avoir une plus grande flexibilité, peut-être, à l'égard de notre horaire. Oui. Puis sur Internet, il y avait différents aspects du travail, justement, d'amener au patron notre vision un peu, de la présenter au patron, dire voici comment je verrais mon travail, est-ce qu'il y a moyen d'accommoder ça? S'il y a des moyens, le patron va vous dire oui, parfait, on continue dans le même travail. Mais si ça ne fonctionne pas, on change. On doit faire des changements alors dans notre vie, oser les faire. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.